Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. On dit que certaines invitations ne sont pas destinées à être acceptées. Elles sont comme des fantômes qu'on croyait avoir chassés, et qui reviennent frapper à la porte avec un timbre doré et un sourire de papier glacé. Alexandre Delcourt aurait dû le savoir. Il aurait dû laisser cette enveloppe blanche reposer sur le coin de son bureau, sous la pile des contrats urgents et des projets de rénovation. Mais il l'avait ouverte. Lentement. Comme on entr'ouvre une blessure encore mal refermée. À 38 ans, Alexandre était l'un des visages les plus connus de la haute société new-yorkaise. Son nom figurait régulièrement dans Forbes et dans les colonnes mondaines du New York Times. Propriétaire d'une chaîne internationale d'hôtels de luxe, il était l'image parfaite du succès, costume taillé sur mesure, regard assuré, diction fluide, et un art rare de faire croire qu'il ne manquait de rien. Mais derrière les flashs, les cocktails de gala et les tapis rouges, il y avait le vide. Celui qu'aucune fortune n'avait réussi à combler. Un vide laissé par une silhouette, un parfum, un prénom. Sophie Belmont. Ils s'étaient rencontrés à Yale. Elle étudiait la littérature, lui l'économie. Elle écrivait des poèmes, il écrivait des plans d'affaires. Elle l'avait doucement déstabilisé avec son rire libre et ses idées sauvages. Il lui avait offert un monde structuré, sûr, mais profondément amoureux. Pendant 6 ans, ils avaient partagé une vie presque parfaite. Des voyages en Toscane, des soirées sur les toits de Manhattan, des projets d'avenir tissés sur l'oreiller. Elle avait dit oui quand il avait posé le genou à terre. Il lui avait offert une bague que les magazines avaient surnommée « l'alarme de Paris ». Et puis, une nuit, tout s'était effondré. Un mot griffonné. Une bague posée sur la table. Aucune explication. Aucune réponse. Pas même un regard en arrière. Alexandre avait cherché. Des amis. Des proches. Des indices. En vain. Le silence était devenu son seul compagnon. Jusqu'à cette invitation. Elle était arrivée un vendredi matin, parmi le courrier trié par son assistant. Papier épais, odeur de lilas séché. Sophie Belmont et William Grant vous invitent à célébrer leur union. Son cœur s'était arrêté. Une fraction de seconde. Puis il l'avait remise dans son tiroir. Et il n'avait plus dormi pendant 3 nuits. Clara Jensen n'était pas issue du même monde qu'Alexandre. Elle n'avait ni les manières feutrées de la haute société, ni les réflexes cyniques des femmes qui gravitaient autour de lui. Clara portait des jeans trop larges, elle avait toujours un élastique autour du poignet, et elle savait masser une nuque tendue mieux qu'un ostéopathe. Elle travaillait dans une petite clinique pédiatrique à Brooklyn, où les pleurs des enfants se mêlaient aux rires de ceux qui guérissaient. Ils s'étaient rencontrés un soir de novembre, lors d'un orage brutal. Alexandre était venu faire un don à l'hôpital. Un de ces gestes attendus de la part d'un philanthrope célèbre. Mais ce soir-là, un enfant qu'il avait pris en charge avait été transféré d'urgence, et Alexandre s'était retrouvé seul dans une salle d'attente glacée. Clara était entrée, trempée, avec un café dans chaque main. Elle n'avait pas reconnu Alexandre. Et c'est précisément ce qui l'avait touché. Ils avaient parlé 1 heure. Puis 2. Puis il était revenu. Pas pour l'enfant. Mais pour elle. Au fil des mois, une relation inattendue était née. Pas flamboyante, mais sincère. Pas publique, mais précieuse. Clara, avec ses silences compréhensifs et son humour discret, lui avait offert quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, le droit d'être vulnérable. Quand Alexandre lui parla du mariage de Sophie, elle resta longtemps silencieuse. Ils étaient dans la cuisine de son appartement à Soho. Elle coupait des légumes. Il fixait la fenêtre. Et puis il dit, d'une voix presque trop calme. Elle se marie. Clara posa le couteau. Tu veux y aller? Il hocha la tête. Je ne sais pas si je veux, mais je pense que je dois. Un long silence. Puis elle murmura. C'est ton passé, Alex? Tu es sûr que tu veux que je sois là? Il se tourna vers elle. Son regard, pour une fois, n'était pas celui du PDG redoutable. Mais celui d'un homme qui se raccrochait à ce qui comptait vraiment.
Je ne veux pas t'emmener pour faire bonne figure, Clara. Je veux t'emmener parce que tu es mon présent. Et, j'espère, mon futur. Elle vit la sincérité brute dans ses yeux. Elle vit l'homme derrière le costume. Et elle dit simplement. Alors je viens. Elle accepta. Sans savoir qu'elle marchait vers un champ de vérités enterrées. Sans se douter que ce mariage n'était pas celui de Sophie, mais celui qu'Alexandre devait célébrer avec lui-même. Le domaine Belmont, niché dans les collines paisibles du Massachusetts, semblait avoir été arraché à un conte de fées. Une allée pavée serpentait à travers un jardin luxuriant, bordé de rosiers blancs en pleine floraison et de lanternes suspendues, qui dansaient doucement dans la brise tiède de juin. Des violonistes, postés à l'ombre d'un vieux chêne, jouaient des adagios presque trop parfaits, comme s'ils craignaient de troubler l'harmonie artificielle de la journée. Au loin, la bâtisse principale, un manoir victorien aux volets ivoires, se dressait fièrement, décoré de guirlandes de fleurs fraîches et de drapés en lin blanc. Tout avait été pensé avec un raffinement millimétré. La vaisselle portait les initiales entrelacées de Sophie et William, et les serveurs glissaient entre les tables en silence, comme s'ils flottaient. Les invités, en robe longue et costume 3 pièces, murmuraient, riaient doucement, trinquant avec du champagne rosé. Beaucoup venaient du monde politique, d'autres des grandes firmes de Washington et New York. C'était une union prestigieuse, entre une fille de bonne famille et l'un des héritiers les plus prometteurs de la côte, William Grant, avocat brillant, au sourire parfaitement poli, fils d'un sénateur et petit-fils d'un gouverneur. L'avenir semblait tracé. Et au centre de cette scène figée dans l'élégance, Sophie Belmont. Radieuse. Impeccable. Elle portait une robe marquée par la simplicité étudiée, crêpe de soie blanche, dos nu, col bateau, perles minuscules à la taille. Son regard balayait les convives avec une maîtrise parfaite. Tout en elle respirait le contrôle, la grâce. Sauf, peut-être, ses yeux, qui parfois, s'attardaient un peu trop longtemps sur une silhouette encore invisible. Jusqu'à ce que lui entre. Alexandre Delcourt franchit les portes du jardin à 17h03 précises. Il portait un costume d'une élégance discrète, bleu nuit, sans aucune fantaisie, taillé à la perfection. Sa montre brillait légèrement sous la lumière dorée, mais son visage, lui, était fermé. Neutre. Comme un acteur entrant dans un décor qu'il connaît par cœur, mais qu'il n'a jamais revu depuis la dernière scène. À son bras, Clara Jensen, dans une robe longue en velours vert sapin, simple mais d'une beauté presque magnétique. Sa chevelure attachée en un chignon doux, son regard droit, clair, et sans artifice. Elle n'était pas de ce monde, et pourtant, en cet instant précis, elle semblait incarner exactement ce que ce monde avait oublié, la sincérité. Quand ils franchirent les premiers rangs d'invités, les têtes se tournèrent. Des sourcils se haussèrent. Des verres cessèrent de teinter. C'est lui, le fameux Alexandre? L'ancien fiancé de Sophie, il a osé venir. Et qui est cette femme à son bras? Une actrice? Une journaliste? Des murmures glissèrent comme des serpents entre les tables. Mais ni Clara ni Alexandre ne scièrent. Ils avancèrent lentement, saluant poliment les hôtes, s'asseyant sans chercher les premiers rangs. Et c'est à ce moment-là que Sophie le vit. Son pas s'arrêta. Une seconde. Peut-être moins. Mais cette fraction de temps suffit à trahir un trouble. Elle le regarda. Il la regarda. Et dans ce bref échange muet, il y eut tout un roman silencieux, des souvenirs lancés comme des pierres dans un lac, des mots qu'on n'a jamais prononcés, des silences qui pèsent encore des années plus tard. Puis elle sourit. Poliment. Comme on sourit à un collègue perdu de vue. Et elle détourna les yeux. Le repas fut somptueux. Homard poché au beurre d'agrumes. Filet de bœuf rôti, jus au romarin. Vin rare. Rire forcé. Conversation superficielle. Le père de la mariée, Grégory Belmont, prononça un discours tendre et équilibré. Un mélange subtil d'émotions contenues et de fierté familiale. Puis ce fut au tour de William, le futur mari. Brillant, charismatique, parfaitement à l'aise. Il parla de la façon dont il avait rencontré Sophie dans un colloque à Georgetown, de leur passion commune pour les droits civiques, de leurs ambitions communes. Il termina par un regard tendre posé sur sa fiancée, et la salle applaudit doucement,
avec un respect convenu. Et enfin, Sophie se leva. Elle tenait une coupe de champagne à la main, mais ne but pas. Elle balaya la salle du regard. Sa voix était calme, posée, un peu plus rauque que d'habitude, une tension discrète dans sa gorge. La vie nous apprend que l'amour peut changer de forme, mais pas d'importance. Un silence respectueux s'installa. Certains amours nous transforment. D'autres nous révèlent. Parfois, ils font les deux. Je suis heureuse aujourd'hui, et reconnaissante envers ceux qui ont été des chapitres essentiels de ma vie. Son regard glissa sur la foule. Il s'arrêta brièvement. Juste une seconde. Sur Alexandre. Et dans cette fraction de silence, il crut y lire quelque chose. Une ombre. Un regret. Ou peut-être, une alerte. Une confession tue. Comme si, sous la robe blanche, sous les fleurs et les applaudissements, il y avait encore une vérité qui cognait à la porte de son passé. Il ne détourna pas les yeux. Elle non plus. Mais quand elle se rassit, une petite ride s'était formée entre ses sourcils, invisible pour tous, sauf pour lui. Et dans l'air parfumé de roses et de secrets, Alexandre sentit que ce mariage n'était peut-être pas seulement celui de Sophie. C'était peut-être le moment où les masques allaient enfin tomber. Durant la soirée, alors que les derniers rayons du soleil s'effaçaient derrière les arbres centenaires du domaine, Clara sortit prendre l'air. L'ambiance à l'intérieur lui avait soudainement semblé trop étouffante, trop calibrée, comme un théâtre où chaque sourire était chorégraphié, chaque rire contrôlé. Elle descendit lentement les marches de pierre qui menaient au jardin d'hiver, un espace semi-privé bordé de haies taillées, à l'écart du tumulte principal. Le parfum des lilas flottait dans l'air, mêlé à celui plus discret des pivoines. Les lanternes suspendues aux branches diffusaient une lumière douce, presque irréelle. On aurait dit un tableau. Mais derrière la beauté, Clara sentait qu'il y avait quelque chose de dissonant. C'est là, près d'une fontaine couverte de mousse, qu'elle la vit. Une femme âgée, dans un fauteuil roulant. Sa robe était d'un vert-bouteille distingué, rehaussée par un châle de soie ivoire. Ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés, son port noble malgré la chaise. Clara reconnut immédiatement son visage. Elle l'avait vu dans les journaux, sur les anciens portraits accrochés dans le hall du manoir. Margaret Belmont, matriarche de la famille. Et surtout, mère de Sophie. Elle portait un badge discret sur le revers de sa veste, qui confirmait son identité. Margaret leva les yeux vers Clara dès qu'elle la vit approcher. Elle ne sourit pas. Elle ne fronça pas les sourcils non plus. Son regard était froid, presque clinique. Mais chargé d'intention. « Vous êtes avec Alexandre, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix grave, parfaitement articulée, teintée d'un accent patricien. Clara hocha la tête, polie mais méfiante. « Oui, madame. » Margaret acquiesça, comme si elle confirmait une hypothèse qu'elle soupçonnait déjà. Elle détourna brièvement les yeux, regarda le ciel, puis revint à Clara avec une précision presque chirurgicale. Il ne sait pas. Il ne sait toujours pas pourquoi Sophie l'a quitté. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. La déclaration était brutale, livrée sans détour, comme une vérité enfermée depuis trop longtemps. Elle fronça les sourcils, incapable de cacher sa surprise. « Pardon ?» Margaret Belmont la fixa avec cette intensité particulière des femmes qui ont passé leur vie à tout contrôler. Son regard perçait la peau, les mots, les intentions. « C'est moi qui l'ai fait partir. » Clara resta figée. Le jardin entier sembla soudainement s'être figé avec elle. Même les arbres semblaient se pencher pour écouter. Margaret reprit, sa voix plus basse, presque comme un aveu murmuré dans la pénombre. Sophie était enceinte. D'Alexandre. Elle avait 29 ans, une carrière prometteuse devant elle, et une vie parfaite à bâtir. Je ne voulais pas qu'elle sacrifie tout cela pour une grossesse, un enfant, une image qui aurait tout compliqué. Clara recula d'un demi-pas, la gorge nouée. « Vous, l'avez forcée ?» Margaret ne répondit pas tout de suite. Ses doigts serrèrent légèrement les accoudoirs du fauteuil. « Je l'ai, convaincue. Je l'ai envoyée à Londres. Chez une connaissance. Elle a accouché en silence. Aucune trace. Aucun message. Elle a signé les papiers.
L'enfant a été adopté à la naissance. Un silence lourd s'abattit entre elles. Le vent souleva le pan du châle de Margaret. Le bruit de l'eau dans la fontaine sembla se faire plus fort, plus cruel. Clara sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle posa une main sur sa poitrine, comme pour empêcher son cœur de sortir de sa cage. Son regard vacilla. L'information tourbillonnait dans sa tête comme un ouragan. Il mérite de savoir, souffla-t-elle, la voix tremblante. Margaret détourna les yeux. Pour la première fois, une faille apparut dans sa carapace. Une ride plus marquée, une paupière un peu lourde. Peut-être. Mais il ne le saura pas par moi. Elle tourna lentement la tête vers Clara, cette fois avec une forme étrange de douceur résignée. Mais peut-être, par vous. Clara sentit cette phrase l'atteindre comme un coup au ventre. Ce n'était pas une simple proposition. C'était un poids, un transfert de responsabilité. Une bombe, poliment déposée dans ses mains. Margaret serra ses doigts lentement sur ses genoux. Vous semblez être quelqu'un de vrai. D'humain. Pas comme nous. Ce secret a été une chaîne pour ma fille. Peut-être que votre présence ici est un hasard. Ou peut-être que c'est ce qu'il faut. Clara ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Tout son corps tremblait. Elle regarda vers la salle de réception, où les rires continuaient de couler comme du champagne. Là-bas, Alexandre souriait à un vieil ami. Il ne savait rien. Il vivait dans une version tronquée de sa propre histoire. Et Clara, elle, tenait maintenant la clé. Une vérité silencieuse. Lourde. Bouleversante. Plus tard dans la soirée, les rires s'étaient faits plus légers, les pas de danse plus flous, portés par les bulles du champagne et la douce ivresse de l'apparente perfection. Le quatuor à cordes jouait une version lente de La vie en rose, pendant que les couples tournaient, élégants et insouciants, sous le baldaquin illuminé. Mais Clara ne dansait pas. Elle observait Alexandre depuis plus d'une heure. Quelque chose en lui semblait paisible, presque heureux. Il riait à une anecdote racontée par un ancien camarade d'université. Il remerciait les serveurs d'un hochement de tête, parlait avec justesse et humour. Il vivait dans une illusion. Une douceur trompeuse. Et Clara, elle, tenait entre ses côtes un secret trop grand pour son silence. Elle savait que le moment allait venir. Elle sentait son cœur frapper de plus en plus fort dans sa poitrine. Alors, elle s'approcha doucement. Glissa sa main dans la sienne. « Viens » murmura-t-elle. « J'ai besoin de te parler. » Alexandre la suivit sans poser de questions. Ils traversèrent les rideaux de lierre, contournèrent les haies sculptées, et pénétrèrent à nouveau dans le petit jardin intérieur où tout avait commencé. Cette fois, il n'y avait plus de roses. Plus de lumière. Juste une vieille lanterne suspendue à une branche basse, oscillant doucement au rythme du vent. Sous cette lumière jaune et fragile, Clara se tenait droite. Elle prit une profonde inspiration. « J'ai parlé à ta belle-mère. » À Margaret Belmont. Le regard d'Alexandre s'assombrit d'un coup, mais il ne dit rien. Il attendait. Clara sentait son propre souffle se couper. Elle m'a dit la vérité, sur Sophie. Sur ce qui s'est passé. Et alors, elle lui raconta tout. Sans détour. Les pressions. L'exil à Londres. La grossesse. L'accouchement. L'adoption. Le silence imposé. Chaque mot tombait comme une pierre dans un lac calme. Et à mesure que les phrases sortaient, le visage d'Alexandre se vidait peu à peu de ses couleurs. Ses yeux restaient ouverts, figés. Sa mâchoire tendue. Son corps, lui, semblait lutter contre un tremblement invisible. Il ne dit rien. Pas un mot. Seulement ce long silence. Un silence plus bruyant que 1000 cris. Et puis enfin, dans un souffle si bas qu'il semblait parler à lui-même. Un enfant ? Son regard se posa dans le vide, comme s'il cherchait à voir une silhouette disparue depuis longtemps. Elle a eu un enfant, de moi. Clara hocha la tête, le cœur serré. Oui. Un silence de plomb. Les feuilles tremblaient au-dessus d'eux. Clara voulut avancer d'un pas, tendre la main, mais il recula. Pas avec violence.
avec ce calme brisé qui précède les tempêtes intérieures. Il hocha la tête lentement. Ferma les yeux. Puis ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Enfin, il tourna les talons. « Je reviens. Rentre sans moi si tu veux, dit-il, presque mécaniquement. Et il disparut dans l'ombre des haies. Quelques minutes plus tard, sous les lustres du bal, Alexandre s'approcha de Sophie. Elle riait. Dansait lentement avec William. Elle leva les yeux, le vit, et son sourire se figea aussitôt. Il n'y avait pas de haine dans son regard. Mais une intensité troublante. Une tempête sans pluie. Il lui tendit une enveloppe blanche. Ce n'est pas un cadeau de mariage. C'est une lettre. J'espère que tu la liras un jour. Mais moi, je ne peux plus rester. Sophie voulut dire quelque chose. Mais il la regarda une dernière fois, et ajouta plus bas. Tu aurais pu me laisser aimer cet enfant. Puis il se retourna. Sans colère. Sans cri. Juste la vérité nue. Et le silence qu'elle laissait derrière elle. Cette nuit-là, dans sa chambre nuptiale, Sophie Belmont ouvrit l'enveloppe. Elle l'ouvrit d'abord avec méfiance. Puis avec tremblement. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une photo d'eux, prise à Capri, 4 ans plus tôt. Il riait, elle portait un chapeau de paille. Une copie d'un certificat de naissance, daté de Londres. Et une lettre. Manuscrite. Encre noire. Écriture qu'elle connaissait par cœur. Sophie. Je ne t'en veux pas. Peut-être que je devrais. Peut-être que d'autres le feraient. Mais moi, non. Parce qu'on n'efface pas un amour vrai, même s'il a été trahi. Ce que tu m'as pris, je ne le retrouverai jamais. Je ne saurai jamais à quoi ressemblait son cri. S'il m'aurait ressemblé. Mais je ne t'enlèverai pas ton bonheur, ni le droit de continuer. Je voulais te dire que, malgré tout, je t'ai aimé. Vraiment. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui ne me cache rien. Clara est la lumière que je ne cherchais plus. Elle m'a dit la vérité que tu m'as refusée. Et pour cela, je lui dois tout. Bonne route. Alexandre. Sophie replia la lettre. Lentement. Puis elle posa sa tête dans ses mains. Et dans le silence de sa chambre de mariée, celle qui avait tout contrôlé durant des années, laissa tomber une larme. Pas pour Alexandre. Pas pour William. Mais pour l'enfant. Et pour tout ce qui ne serait jamais réparé. 1 an plus tard, loin des éclats de New York et des silences lourds du Massachusetts, Clara et Alexandre vivaient dans un petit ranch isolé, quelque part entre les vallées tranquilles du Colorado. La maison n'avait rien de spectaculaire. Pas de marbre, pas de dorure, pas de personnel en uniforme. Seulement une bâtisse en bois blond, un porche aux planches usé par le vent, et un vieux rocking chair qui grinçait doucement sous les mouvements lents de Clara en fin de journée. Devant eux s'étendait un pré infini, où les herbes hautes dansaient comme des vagues, et où le vent sentait le foin coupé, la terre tiède, et parfois, quelque chose d'autre. Une odeur plus subtile, plus délicate. Celle des roses blanches, comme un écho discret venu du passé. Et dans cette herbe presque trop haute pour ses petites jambes, un petit garçon jouait. Gabriel. Il l'avait adopté quelques mois après le mariage de Sophie. Un garçon de 4 ans au regard profond, au rire timide mais éclatant, au silence plein d'intelligence. Il ne remplaçait rien. Il n'effaçait personne. Mais il était, chaque jour, la preuve vivante que l'amour peut renaître là où la douleur avait fait ses racines. Alexandre, assis dans l'herbe, les coudes posés sur ses genoux, le regardait courir après un papillon. Le vent jouait dans ses cheveux. Ses yeux n'avaient plus cette ombre qu'il portait autrefois. Il n'était plus cet homme figé dans une salle de bal. Il était devenu un homme debout dans la lumière. Clara, à ses côtés, cueillait des feuilles de menthe pour le dîner. Ses mains, toujours pleines de gestes utiles, touchaient les choses avec douceur. Elle ne parlait pas beaucoup. Mais elle était là. Présente. Constante. Aimante sans condition. Il n'avait pas effacé le passé. Il l'avait apprivoisé. Ils avaient laissé les blessures ouvertes respirer, au lieu de les cacher sous des couches de silence. Ils avaient choisi, ensemble, de bâtir un avenir sans secret.
Parfois, quand la brise se levait et emportait avec elle cette odeur si particulière de fleurs blanches, Alexandre fermait les yeux. Et dans un murmure que seul le vent semblait entendre, il disait « Merci d'être resté ». Alors Clara tournait la tête vers lui, le regard tendre, presque un peu triste. Et elle répondait, toujours, avec ce même sourire qu'elle avait le jour de leur rencontre. « Merci d'avoir choisi de vivre. » Ce n'était pas une fin parfaite. Mais c'était une vérité. Et parfois, la vérité, aussi fragile soit-elle, est le plus beau des départs.